Tout le monde le prenait pour un orphelin ordinaire, mais il finit par sauver un vampire incroyablement puissant et en devient le maître. Mihiru a perdu sa mère très jeune. Comme si le fardeau de perdre son unique parent n'était pas déjà trop lourd pour ses petites épaules, il entendait ses proches murmurer sur qui allait bien pouvoir s'occuper d'un orphelin comme lui, maintenant. Mihiru craignait d'être dévoré par sa solitude après son chagrin, mais soudain, son oncle s'est porté volontaire pour l'accueillir. Il a posé une main sur la tête du garçon, lui disant que puisqu'ils sont de la même famille, c'est tout simple, qu'il devait absolument le prendre chez lui. Maheru est maintenant lycéen, et faire des choses logiques et simples est sa philosophie de vie. Tout comme son oncle, il n'attend pas que quelqu'un vienne faire les choses, mais prend l'initiative et les fait lui-même, sans hésiter. Un jour, il trouve un chat blessé dans la rue, le ramène chez lui, le soigne et décide de l'adopter. Il nomme le chat noir et somnolent Kuro, ignorant qu'il y a quelque chose de sombre et de sinistre à son sujet, de très étrange. Le lendemain, en rentrant chez lui, ses amis lui racontent les rumeurs de vampires actifs près de la gare et comment 10 personnes ont déjà été vidées de leur sang. Mihaira ne croit pas ces rumeurs et rentre chez lui, mais à son grand choc, la télévision est allumée, ce qui est très surprenant. Il entre sur la pointe des pieds et trouve un gars émo à l'allure chic, avec de sérieuses cernes, qui s'est installé confortablement chez lui. Mihiru panique et lui demande qui il est et comment diable il a bien pu entrer dans sa maison. Il attaque l'intrus avec un balai, mais le garçon émo est bien trop rapide et l'esquive facilement. Cependant, alors que Mihiru s'apprête à l'attaquer une seconde fois, il déplace par erreur les rideaux et laisse entrer la lumière du soleil, sans le vouloir. Dès que la lumière du soleil frappe l'intrus, il se transforme soudainement en le chat noir Kuro. Mihiru est laissé perplexe par ce tournant inattendu des événements, et dès qu'il ferme les rideaux, le chat redevient un humain, comme par magie. Il lui demande qui diable il est, et le garçon répond qu'il n'est qu'un vampire reclus au grand cœur. Mihiru panique en réalisant que ses amis avaient raison, alors il essaie de jeter le vampire dehors, en plein soleil. Mihiru l'accuse d'avoir attaqué des gens près de la gare, mais le paresseux vampire, Emo, répond qu'il ne sait même pas de quoi il parle. Mihiru essaie encore de comprendre la situation quand le vampire lui demande de ne pas prononcer son nom tant qu'il est sous forme humaine. Mihiru demande ce qui se passera s'il l'appelle Kuro, et soudain, des cercles se forment autour de son poignet et du cou de Kuro. Un autre cercle d'énergie se forme au sol, et à mesure qu'ils se dispersent, les cercles se contractent, puis disparaissent, comme par magie. Kuro est déprimé et déjà excédé par tout cela, mais Mihiru le secoue pour qu'il explique ce qui vient de se passer. Le vampire paresseux lui dit qu'il appartient à un type spécial de vampire, lié à leur maître pour l'éternité. Ils ne peuvent boire le sang que de leur maître, et les ordres du maître sont absolus. Kuro explique que ce qui vient de se passer était un contrat temporaire, et qu'il sera annulé s'il ne boit pas le sang de Mihiru dans les 24 heures, c'est une certitude. C'est une bonne nouvelle pour Mihiru, et il jette Kuro hors de la maison pour éviter toute complication. Cependant, alors qu'il entre, une corde d'énergie le ramène vers Kuro, qui explique qu'ils ne peuvent pas s'éloigner l'un de l'autre à cause du contrat, c'est impossible. Mihiru n'a d'autre choix que de le reprendre, bien qu'aucun d'eux ne soit satisfait de cet arrangement. Quelques instants plus tard, il décide de retrouver ses amis et emmène Kuro avec lui pour leur dire que le chat qu'il a avec lui est en fait un vampire. Ses amis pensent qu'il est trop fatigué, et l'un d'eux lui donne le numéro de son psychiatre. Alors que Mihiru se demande comment les convaincre, il remarque une ombre sombre et menaçante dans un miroir. Puis soudain, un magicien de rue apparaît devant son groupe, de nulle part. Un des amis de Mihiru l'ignore et commence à s'éloigner, mais le magicien l'arrête et lui mord soudainement l'épaule, laissant le sang gicler partout. Tout le monde s'enfuit de la scène pendant que le magicien grimpe sur un haut poteau et révèle qu'il est un vampire nommé Belkia. C'est incroyable. Il sait que Mihiru a recueilli un vampire chat noir et le défie en duel. Alors que Belkia danse, Kuro l'attaque soudainement avec un coup de pied surprise. Mihiru lui demande d'expliquer ce qui se passe, mais Kuro dit qu'ils doivent s'enfuir car il ne veut pas être dérangé par le combat contre ce vampire, c'est trop compliqué. Mihiru n'est pas content d'entendre cela, et il dit à Kuro de s'échapper seul pendant qu'il court pour aider ses amis. Belkia est sur le point de les attaquer à nouveau quand Mihiru lui saute dessus et lui attrape la tête de toutes ses forces, avec détermination. Belkia se moque de ses tentatives futiles et l'attaque ensuite avec une épée. Mais Kuro intervient de justesse et sauve Mihiru en encaissant l'attaque lui-même. Il projette Mihiru et le vampire au loin et retire l'épée de sa poitrine, avec douleur. Il affirme n'avoir bu aucun sang depuis 100 ans, il est donc trop faible pour vaincre Belkia en ce moment. Mihiru lui enfonce soudainement la main dans la bouche, lui disant de boire son sang sans plus attendre. Alors que Kuro lèche le sang qui coule de sa bouche, le contrat temporaire entre eux devient permanent. Un collier apparaît autour du cou de Kuro, relié à une chaîne au poignet de Mihiru. Le vampire Emo reçoit un énorme regain de puissance et accepte Mihiru comme son nouveau maître, c'est officiel. Il devient son vampire serviteur, ou servant, en abrégé. Mihiru lui ordonne de vaincre le vampire maléfique, et Kuro obéit. Il crée une rafale de vent juste en balançant ses griffes et en l'envoyant vers Belkia, avant de charger vers lui et de l'achever d'un seul coup net avec une grande force. Kuro ramasse alors Belkia blessé et essaie de boire son sang quand Mihiru tire soudainement sur sa chaîne, lui disant que c'est suffisant. Belkia les maudit, puis remet son chapeau, se transformant soudainement en une poupée, de manière inattendue.
Mihiru le ramasse et demande à Belkiya pourquoi il essayait de tuer Kuro. Il répond que c'était un ordre de son maître, Tsubaki, et Kuro affirme qu'il ne connaît même pas ce salaud. Belkiya lui dit que personne ne connaît Tsubaki, et c'est pourquoi il veut tuer tous ceux qui ne le connaissent pas. C'est sa mission. Soudain, la chaîne reliant Mihiru et Kuro disparaît, et ils tombent tous deux au sol à cause de l'épuisement. Quand Mihiru ouvre les yeux, il se retrouve dans sa chambre, avec Kuro dormant paisiblement sur son petit lit, comme si rien ne s'était passé. Il court immédiatement à l'école, inquiet pour son ami blessé, mais à sa grande surprise, il va parfaitement bien. De plus, il affirme que la police lui a dit qu'il avait eu un accident de voiture, mais il ne se souvient pas de grand-chose. Ni l'ami blessé ni le témoin ne se souviennent d'avoir rencontré Mairo au marché ou de leur rencontre avec le vampire magicien de rue, c'est très étrange. Mairo trouve que quelque chose est bizarre, et en rentrant chez lui, il demande à Kuro s'il a la moindre idée de Belkiya ou de son maître Tsubaki. Soudain, il commence à pleuvoir sans aucun nuage de pluie dans le ciel, et Mairo se retrouve dans une dimension étrange, complètement différente. Soudain, un garçon dérangé, cosplayer Daizen de Bleach, arrive là et se met à rire de Mihiru, sorti de nulle part. L'instant d'après, il scelle le sac de Mihiru sans le prévenir et en sort Belkiya avec une grande facilité. Belkiya appelle le garçon Tsubaki, et Mihiru panique, réalisant qu'il fait face à un ennemi dangereux. Tsubaki se dirige immédiatement vers lui, ramasse Kuro et le jette de côté, le forçant à se transformer en sa forme humaine, sans plus attendre. Tsubaki appelle son frère aîné, et quand Mihiru demande à Kuro s'il dit la vérité, Kuro lui dit clairement qu'il n'a jamais vu ce garçon fou auparavant. Tsubaki se remet à rire, le traitant de cruel, de ne pas le connaître. C'est absurde. Il révèle ensuite qu'il existe 7 vampires originaux, qui peuvent former un contrat avec les humains et devenir des serviteurs. Ils sont tous frères et sœurs, basés sur les 7 péchés capitaux, et Kuro est le serviteur de la paresse, qui est le frère aîné le plus ancien. Tsubaki dit qu'il y a un autre vrai vampire, qui est lui, le serviteur de la mélancolie, le plus jeune des 7 frères et sœurs, mais personne ne l'accepte. Mihiru est de plus en plus confus à chaque instant, mais Tsubaki se transforme alors en renard noir et saute sur son épaule pour embêter Kuro, de manière espiègle. Mihiru l'arrête pour lui demander si c'est lui qui a envoyé Belkiya les attaquer hier, et Tsubaki affirme, disant qu'il adore tuer les gens et les vampires. Il donne ensuite soudainement un coup de pied à Kuro, avant que des pétales de fleurs rouges ne tombent de sa manche, prenant la forme d'une épée, comme par magie. Il attaque Kuro avec une épée, et celui-ci la bloque en utilisant ses griffes sombres. Mihiru demande à Kuro de boire son sang pour un peu d'énergie instantanée, mais il refuse même si Tsubaki le jette à terre et le piétine, sans pitié. Tsubaki le repousse d'un coup de pied avant de ramasser Mihiru et de lui dire qu'il a déclaré la guerre à tous les vampires parce que c'est amusant. Mihiru réalise qu'il est mentalement malade et a vraiment besoin d'un psychiatre car il ne peut rien comprendre de ce qu'on lui dit, c'est évident. Il se souvient d'un moment de son passé où il faisait encore face à la mort de sa mère, et même si tout le monde était gentil avec lui, il ne pouvait pas se sentir à l'aise. Cette fois-là, son oncle lui avait dit de nommer ses sentiments et de les affronter, car c'était la seule façon de résoudre la situation, de trouver une solution. Alors maintenant, Mihiru dit la même chose à Tsubaki. Il déclare qu'il lui donnera du sang et un nom, faisant de lui son serviteur, puis l'empêchera de mener une guerre contre d'autres vampires. Tsubaki se moque de lui et dit qu'il mourra avant cela, c'est certain. Il balance son épée sur Mihiru, et Kuro se précipite pour lui sauver la vie. Juste avant que Tsubaki ne puisse les frapper, ils disparaissent et il s'en va, pensant que Mihiru est un garçon intéressant, vraiment. Pendant ce temps, Mihiru apprend de Kuro qu'un autre servant vient de les sauver, à l'instant même. Soudain, une paire de jumeaux arrive et déclare que leur maître veut voir Mihiru et son serviteur. Kuro ne veut pas y aller, alors il se transforme en chat. Mais un garçon riche, assis tenu sur son trône, arrive alors et dit à Mihiru qu'il n'a d'autre choix que de le suivre, c'est impératif. Alors il monte dans sa limousine, et le garçon se présente comme Mizono, le maître du servant de la luxure. Ils arrivent bientôt chez Mizono, et un papillon posé sur sa tête s'avère être un serviteur, c'est surprenant. Mizuno frappe le serviteur à la tête avant de le présenter comme Snow, puis conduit ses invités à l'intérieur. Une fois qu'ils atteignent une pièce fermée, ils révèlent leur véritable intention. Snow redevient un papillon et suce le sang de Mizuno pour invoquer sa faux de la mort et libérer toute sa puissance. C'est impressionnant. L'attitude de Misano change soudainement et il traite Mihiru d'idiot incompétent, qui ne sait même pas comment utiliser correctement son serviteur. Il lui dit de devenir son serviteur, mais quand Mihiru refuse, il envoie Snow les attaquer, sans hésitation. Ils esquivent à peine sa première attaque et Mihiru demande à Misano pourquoi diable il fait cela. Le garçon riche refuse d'expliquer quoi que ce soit à un roturier comme lui, et cela met Mihiru en colère profondément. Il prend Kuro et sort par la porte d'entrée, encore disant à Misano qu'il ne veut pas parler avec des sales gosses riches et arrogants comme lui. Cependant, une fois sorti du bâtiment, Mihiru découvre qu'il est perdu, complètement désorienté. Soudain, il aperçoit des centaines d'enfants qui le fixent étrangement depuis les fenêtres, et Snow apparaît juste derrière lui pour expliquer qu'ils sont ses sbires qu'il a créés pour exécuter ses ordres. Snow déclare que dans sa guerre contre les vampires, Tsubaki et ses laquais ciblent en premier les sbires les plus faibles, c'est une stratégie. Mizono arrive bientôt, haletant juste parce qu'il a descendu un escalier. Il affirme qu'il ne veut pas utiliser les sbires comme des pièces d'échecs qu'il peut sacrifier pour rester en sécurité, et c'est pourquoi il veut plus de pouvoir pour les protéger à tout prix.
Il dit à Mihiru que s'il n'a pas la résolution de devenir le maître d'un serviteur, il devrait plutôt devenir son subordonné. Mihiru comprend enfin sa position et dit à Misano qu'il l'aidera à protéger ses enfants et ceux de Snow, non pas en tant que serviteur mais en tant qu'ami, c'est une promesse. Misono accepte cela et lui demande ensuite s'il compte affronter Tsubaki à main nue. Il explique que tous les maîtres peuvent utiliser une arme de classe Kuson en utilisant le pouvoir de leur serviteur et décide d'enseigner à Mihiro comment la manier, avec habileté. Peu après, Mihiru rentre chez lui avec son meilleur ami Sakuya. Alors qu'il marche, Mihiru ressent une présence alarmante derrière lui, mais ne trouve rien en se retournant. Sakuya le taquine en disant que c'est un vampire, et lui demande ensuite s'il a vu quelque chose d'inhabituel, dernièrement, de bizarre. Mihiru ne peut pas lui dire que Kuro est un vampire, alors il lui demande de l'appeler immédiatement si quelque chose d'étrange lui arrive. Sakuya le trouve bizarre et rentre chez lui en courant. Le lendemain, Mihiru rend visite à Misano pour apprendre comment il peut obtenir une arme pour protéger ses amis de toutes sortes de menaces, c'est important. Kuro lui dit de fermer les yeux s'il veut une arme, et quand Mihiru le fait, il se retrouve dans un endroit sombre au sein de l'esprit de Kuro. Il voit un chat effrayant qui prétend être une partie de Kuro et être en charge du pouvoir de son maître, c'est très étrange. Il conduit Mihiru vers une pile de cadeaux et lui demande d'en choisir un avec soin, car il ne pourra ni le retourner, ni l'échanger plus tard. Mihiru sélectionne la boîte cadeau la plus simple pour rester fidèle à sa philosophie, comme toujours. Elle se transforme en balai magique et il se retrouve de retour dans le salon de Misoto l'instant d'après. Le balai tourne autour de Maheru, puis devient un tatouage sur son poignet et il se demande s'il peut vraiment se battre avec ça, c'est une question. Inan essaie d'invoquer son balai pour l'aider à se battre, mais il ne sort pas. Snow lui dit d'imaginer son objectif car cela rendra l'invocation du balai plus facile et Maheru pense immédiatement à ses amis. Il les considère comme sa famille et dit à Misano qu'il les lui présentera un jour aussi, c'est une certitude. Quelques jours passent après cela, et Mihiru et ses amis s'inquiètent pour Sakuya, qui n'est pas venu à l'école ces derniers jours. Mihiru décide de lui rendre visite après l'école et lui prend aussi des déjeuners emballés pour qu'il puisse manger. Il raconte à Kuro comment lui et Sakuya sont meilleurs amis depuis l'école primaire, mais soudain, sa mémoire commence à défaillir. Il oublie l'adresse de Sakuya et se demande s'il est déjà allé chez lui, c'est très étrange. Il perd tous ses souvenirs de Sakuya à une vitesse fulgurante quand soudain, le vrai Sakuya apparaît derrière lui et le surprend. Alors que Mihiru lui demande pourquoi diable il a séché l'école dernièrement, Kuro fixe le garçon avec suspicion, sans un mot. Sakuya explique qu'il a été attaqué ici il y a quelques jours, et bien qu'il ait été sauvé, il a eu peur de quitter la maison, depuis. Soudain, ils entendent un cri au loin, et Sakuya attrape la main de Mihiru alors qu'il le conduit à travers des ruelles vers un espace ouvert, sans hésitation. Avant que Mihiru ne puisse même lui demander ce qui s'est passé, lui et Kuro sont soudainement liés par des cordes d'acier, quelques instants avant que deux épées Tamo ne manquent de peu Kuro. Belkia se tient au sommet d'un bâtiment et il saute juste à côté de Sakuya, avec une grande agilité. Sakuya perd alors la tête en criant sur Mahiru d'être venu ici malgré les avertissements qu'il y a des vampires dans cette zone. Ce n'est qu'après cela que Kuro réalise que Sakuya est en fait un sbire de Tsubaki. C'est une révélation. Sakuya dit à Mahiru de penser à son passé et au moment qu'ils ont passé ensemble pour lui faire réaliser qu'il n'est dans aucun de ses souvenirs d'enfance. Il sort des couteaux, demandant à Mihiru de découvrir combien de ses souvenirs avec lui sont réels et combien sont faux. C'est un défi. Sakuya attaque Mihiru, mais Kuro se protège en encaissant les dégâts lui-même. Belkia attaque Nex et poignarde Kuro avec ses épées. Mihiru ne peut pas croire que son meilleur ami est un vampire, et Sakuya dit qu'il souhaiterait ne pas en être un. C'est une tragédie. Sakuya dit qu'il lui faisait confiance, mais qu'il a ensuite commis l'erreur de lui mentir en disant que Kuro était un chat ordinaire. Il est presque sur le point de pleurer en disant à Mihiru que s'il n'avait pas fait cela, ils seraient encore amis, c'est certain. Mihiru veut se sortir de ce pétrin avec l'aide de ses serviteurs, mais Kuro refuse de boire son sang. Il lui dit que les servants se nourrissent de la résolution de leur maître mélangée au sang, mais comme il manque de résolution, il n'obtiendra aucun pouvoir, même s'il boit son sang maintenant, c'est une réalité. Mahiru se sent impuissant car il ne sait pas quoi faire, mais soudain, les cordes qui le lient sont coupées, et Misano et Snow font leur apparition. Snow attaque Belkia, tandis que Misano décide d'affronter Sakuya pour sauver Mihiru, qui est son premier ami, et c'est important pour lui. Sakuya pense qu'un gosse de riche arrogant comme lui ne peut rien faire et dit à Belkia de l'attaquer en premier. Cependant, juste au moment où Belkia se trouve en ligne droite entre Misano et son vampire, son arme spéciale s'active de manière inattendue. Belkia est complètement paralysé alors qu'il est assis sur une chaise d'exécution, puis Snow le transperce, détruisant son esprit. Misano dit alors à Sakuya que c'est dommage qu'ils doivent se battre car Mihiru voulait les présenter bientôt. C'est une triste réalité. L'attitude de Sakuya change soudainement et il commence à agir comme s'il voulait aussi être ami avec Mihiru et Misano. Cela fait baisser la garde de Misano et annuler sa chaîne avec Snow. Juste à ce moment-là, Belkia, qui était maintenant contrôlée par des fils, attaque Snow et lui coupe la jambe, sans pitié. Pendant ce temps, Sakuya attaque Misano avec ses couteaux et lui inflige de graves dommages. Il met ensuite son couteau autour de Mihiru, lui disant qu'il a toujours voulu le tuer, lui et ses amis, même quand il s'amusait, parce que c'est ainsi qu'il a été créé, c'est sa nature. Il jette Mihiru au sol et dit qu'il va tuer tous ses amis maintenant. Mais soudain, le fantôme d'une fille apparaît derrière Sakuya et l'arrête.
Elle murmure s'il veut faire du mal aux autres, comme il a été blessé, et toute son attention se détourne soudainement de Miharu, c'est surprenant. Kuroham est également rétabli maintenant, et il dit à Miharu qu'ils ne peuvent pas se battre dans son état actuel, alors ils doivent fuir. Cependant, Mahiro refuse de le faire et s'avance pour arrêter Sakuya, avec détermination. Il invoque son balai et le frappe de toutes ses forces, lui infligeant une blessure qui ne cesse de saigner. Mahiro a soudain l'impression de ne plus contrôler l'arme, et Sakuya lui demande alors de le tuer, c'est un ordre. La confiance de Mihiru vacille et son balai se transforme en un nuage d'énergie volatile. Il perd la tête, se demandant ce qu'il est en train de faire. Il sent que son arme le pousse à tuer son meilleur ami, et il sait que s'il fait cela, il ne restera pas humain, c'est une certitude. Malgré ce sentiment déchirant, Mihiru ne peut se contrôler alors qu'il charge vers Sakuya et le frappe à nouveau. Il se demande si c'est le pouvoir qu'il voulait utiliser pour protéger ses amis. Mihiru continue de frapper Sakuya avec son balai et le projette ensuite contre une clôture avec force. Alors que Sakuya le regarde avec un sourire, il espère que c'est la fin de sa triste double vie. D'autre part, les émotions négatives de Mihiru, comme la culpabilité et le regret, se déversent dans l'esprit de Kuro, sans retenue. Alors, il se jette sur Mihiru et lui mord le cou pour sucer son sang. La chaîne qui les relie apparaît une fois de plus, puis soudain, Kuro libère sa capacité cachée. L'obscurité jaillit de son dos et prend la forme d'un chat géant et effrayant. C'est terrifiant. Le chat vomit un liquide d'un noir absolu qui couvre toute la zone, et Mahiro ne peut que crier ce qui se passe avant d'être emporté par le liquide noir. Sakuya lui tend la main et lui demande de simplement ordonner à son serviteur de le tuer, et tout sera résolu, c'est la solution. Il dit à Mihiru qu'il lui a menti plus tôt parce qu'il voulait mourir de ses mains, mais la situation devient trop compliquée maintenant. Cependant, avant que Mihiru ne puisse se décider, une balle transperce le cœur de Kuro, et ses pouvoirs obscurs disparaissent, comme par enchantement. Un autre servant et son maître ont fait leur chemin jusqu'au champ de bataille. Le maître ordonne à son servant de s'occuper de tout le monde, et il saute, assénant un coup de pied à Kuro et lui tirant dessus jusqu'à ce qu'il se transforme en chat, sans défense. Le serviteur, avec un sac en papier marron à la place de la tête, se précipite sur Sakuya et lui tire dessus. Mais l'ami marionnettiste de Sakuya le sauve au dernier moment. Elle lui dit de battre en retraite et il obéit à ses ordres, sans discuter. Mihiru lui demande s'il voulait vraiment le tuer plus tôt, mais Sakuya lui jette simplement son bracelet et disparaît ensuite. Bientôt, la voiture fait irruption dans la zone et les sbires de Snow arrivent là, en grand nombre. Il leur dit que Misono n'est pas gravement blessé et l'emmène immédiatement à l'hôpital. Mihiru se sent coupable d'avoir laissé Misono se blesser, mais le maître vampire cowboy arrive alors et lui dit que Misono doit prendre la responsabilité d'avoir baissé sa garde en plein milieu de la bataille. C'est la règle. Il se présente comme un antiquaire itinérant, et son vampire est Jie, le serviteur de l'envie. Mihiru le prend pour un excentrique qui parle à des poupées et s'amuse à taquiner son serviteur délibérément. Le cowboy remet ensuite Kuro à Mihiru, s'excusant de l'avoir traité si rudement plus tôt. Il prétend qu'il aurait été préférable qu'il s'occupe aussi de Sakuya. Il dit à Mihiru que c'était une bonne chose qu'il ait découvert très tôt qu'il n'avait pas la détermination nécessaire pour tuer quelqu'un, ce qui est une leçon importante. Il propose de prendre Kuro en charge et de le rendre à sa vie d'étudiant normal, car la voix d'un maître de servant n'est pas faite pour quelqu'un d'aussi faible que lui. Il dit à Mihiru de le contacter s'il souhaite rompre son contrat avec Kuro, puis le laisse seul, s'éloignant. Le lendemain, alors que Mihiru fait ses courses, il aperçoit Tsubaki dans un restaurant et se précipite aussitôt pour s'asseoir à côté de lui. Il lui demande quand Sakuya est devenu son subordonné, et Tsubaki commence alors à raconter l'histoire de la vie de Sakuya. Il est né de parents absolument épouvantables, les pires que le monde ait jamais connus. Ils ont poussé sa sœur au suicide pour toucher l'argent de l'assurance, et ont contraint le jeune Sakuya à mentir à la police, affirmant qu'elle était tombée de la fenêtre en jouant avec lui, sous peine de subir le même sort tragique. Ce fut la première fois qu'il mentit, et il continua ensuite à le faire à cause de ses parents. 6 ans plus tard, il fut jeté par la fenêtre par ses parents, tout comme sa sœur. Mais alors qu'il attendait la mort, Tsubaki le sauva, intervenant. Il explique que les subordonnés sont créés lorsqu'un humain mourant boit le sang d'un serviteur et devient ensuite son propre serviteur. Tsubaki se moque de Mihiru qui ignore même cela, puis rentre chez lui après avoir libéré une aura terrifiante et déclaré qu'il n'était pas d'humeur à la violence aujourd'hui. Mihiru est figé de peur, incapable même de demander à Tsubaki de lui rendre Sakuya. Il se maudit de n'avoir pas pu comprendre ce que son ami traversait, car Sakuya agissait toujours comme si tout n'était qu'une plaisanterie, une façade. Le lendemain, Mihiru se précipite à l'école, espérant trouver Sakuya en classe. Il n'est pas là, et tout le monde réagit étrangement en entendant son nom, car ils se souviennent de sa personnalité mais pas de son visage, ce qui est très curieux. Mihiru réalise que Sakuya souhaite toujours être rappelé par ses amis, mais il n'ose pas partager son existence avec tout le monde. Le jour du festival culturel, Sakuya arrive à l'école portant un masque, même si personne ne semble de toute façon se souvenir de son visage. Ses amis passent devant lui, et il est choqué de voir une note sur leur dos indiquant qu'ils l'attendent. Tandis que Sakuya se demande comment gérer cela, Kuro arrive en volant vers son visage et le renverse. Mihiru le poursuit immédiatement en courant, et Sakuya s'enfuit sur le toit, incapable de lui faire face. Il dit à Mihiru de s'éloigner de lui, car il a tenté de le tuer, lui et son ami. Il répond que Sakuya est un menteur, car il a en fait essayé de le sauver, et même les blessures de Misono n'étaient absolument pas graves.
Ils courent tous deux sur le toit, où Sakuya admet qu'il n'est devenu son ami que cette année, et que tous les souvenirs d'eux, étant amis d'enfance, ont été implantés dans son esprit. Mihiru lui dit que cela n'a pas d'importance car il était vraiment son ami, mais Sakuya saute du toit pour l'éviter. Mihiru saute juste après lui. Il attrape son col et invoque ensuite son balai volant juste au moment où ils sont sur le point de toucher le sol, évitant la chute. Il dit à Sakuya que peu importe qu'il soit un vampire car il reste son ami. Il perd rapidement l'équilibre après cela et ils s'écrasent tous deux dans la forêt voisine. Il rit des étranges pouvoirs de Mihiru qu'il ne peut même pas encore contrôler, mais Sakuya se met alors à pleurer, disant qu'il aurait voulu vivre ces moments heureux un peu plus longtemps, juste un peu. Il raconte à Mihiru que lorsqu'il était jeune et se blâmait pour la mort de sa sœur, Tsubaki fut celui qui le consola et lui dit que ce n'était pas sa faute. Il lui promit qu'il viendrait le chercher quand tout serait fini, et il tint sa promesse, venant le trouver alors qu'il était sur son lit de mort, à l'agonie. Sakuya affirme que Tsubaki fut le seul à l'aider et à ne pas lui mentir, donc il fera tout pour lui. Mihiru réalise que l'influence de Tsubaki dans la vie de Sakuya était exactement comme celle de son oncle dans la sienne, et il dit immédiatement à son ami qu'il mettra fin à la folie violente de Tsubaki, coûte que coûte. Sakuya le remercie, mais lui dit que c'est suffisant. Il ne peut plus être avec lui et les autres, et juste au moment où il échange un point contre point avec Mihiru, il disparaît. Il court aussi loin que possible de Mihiru, se rappelant qu'il fut la première personne à lui tendre une main d'amitié, un geste si précieux. Sakuya pleure, remerciant Mihiru d'avoir été son ami et de lui avoir permis de passer une année heureuse au lycée. Pendant ce temps, Mihiru est frustré par sa propre faiblesse, et il se tourne vers Kuro, qui se cachait derrière un arbre, et lui dit qu'il veut devenir plus fort, absolument. Peu après, Mihiru reçoit une lettre qu'il trouve assez difficile à ouvrir, alors il la confie à Kuro. Kuro, cependant, décide d'écraser la lettre dès qu'il voit le sceau dessus. Le lendemain, il emmène Kuro à l'école et augmente immédiatement sa cote de popularité auprès des filles, de manière impressionnante. Sur le chemin du retour, il tombe sur un festival nocturne et décide d'en profiter. Alors que Mihiru et Kuro sont assis sur un pont, attendant le début du spectacle de feux d'artifice, un homme avec un cache-œil arrive à cet endroit, de façon inattendue. Il tend une valise à Mihiru, lui disant de la déposer à la section des objets pas trouvés, car il ne sait pas où elle se trouve. Dès que Mihiru prend la valise, l'homme disparaît de manière suspecte, comme par magie. Cependant, Mihiru ne doute de rien, et se dirige seul vers la section des objets trouvés. En chemin, il tombe sur un grand blond qui porte un cercueil absolument énorme sur ses épaules. Le blond dit à Mihiru qu'il a été séparé de son partenaire, alors il lui dit de le suivre jusqu'à la section des objets trouvés. En chemin, Mihiru l'interroge sur le cercueil, et le blond répond que c'est pour que les vampires y dorment. Mihiru a du mal à croire ses paroles, mais soudain, son attention est distraite par une énorme explosion derrière eux, un bruit assourdissant. Les gens crient qu'une valise argentée a explosé, et Mihiru se souvient que l'homme au cache-œil lui avait dit de déposer la boîte avant que les feux d'artifice ne se déclenchent. Moins d'1 minute reste avant cela, et Mihiru se demande comment il devrait gérer cette valise, une situation délicate. Il doute s'il doit appeler Kuro, mais emporter la boîte loin, car révéler qu'il est le maître d'un serviteur devant un étranger fou pourrait ne pas être la meilleure chose à faire. Cependant, il décide de faire confiance au blond et invoque Kuro devant lui, prenant une décision. Mihiru lui donne un peu de sang et Kuro le soulève, le faisant s'élever haut dans les airs. Il lance la boîte aussi haut qu'il le peut et Mihiru panique, car elle pourrait ne pas exploser dans le ciel, mais seulement après être tombée au sol, ce qui serait terrible. Il s'est porté la poisse car la valise explosive est réellement tombée au sol avant d'exploser, mais alors le jeune homme blond est venu à son secours. Il attrape la valise dans son cercueil et la laisse exploser à l'intérieur, un geste audacieux. Mihiru et Kuro sont stupéfaits et demandent au blond qui il est. Il répond qu'il est Tetsu, l'héritier d'une auberge thermale. Soudain, une voix tremblante vient de l'intérieur du cercueil, demandant à Tetsu comment il a pu jeter une bombe à l'intérieur alors qu'il s'y trouvait encore. C'est incroyable. Alors qu'une chauve-souris brûlée sort et tombe au sol, Kuro le reconnaît immédiatement comme le servant de l'orgueil. Tetsu lui a donné le nom de Hugues, et avec un peu de sang, le servant est de nouveau parfaitement bien, comme neuf. Il ne peut arrêter son vieux bavardage et raconte comment il a rencontré Tetsu dans une auberge thermale et comment le monde a été plongé dans le chaos pendant que Kuro errait seul. Hugues affirme que l'explosion d'aujourd'hui était sans aucun doute l'œuvre de Tsubaki et de ses subordonnés, c'est certain. Il dit à Mihiru qu'il devrait rester en contact et s'entraider en cas de besoin, mais le prévient également que Tsubaki n'est pas la seule menace pour eux en ce moment. Plus tard, alors que Mihiru et Kuro rentrent chez eux, la porte est soudainement ouverte et quelqu'un tire Mihiru à l'intérieur, laissant Kuro derrière, seul et perplexe. Kuro réalise que des gens mal intentionnés sont derrière tout ça, et ils ouvrent immédiatement la porte à nouveau et pointent une arme magique sur lui, tandis qu'un autre homme en camisole de force lui saute dessus. Mihiru est emmené dans une étrange installation où un scientifique nommé Tsuyuki le salue, l'accueillant. Il l'informe qu'ils sont actuellement au quartier général de C3, une partie neutre entre humains et vampires. Il prétend être l'allié de Mihiru et dit qu'ils l'ont amené ici juste pour discuter avec lui pacifiquement, sans aucune intention hostile. Tsuyuki demande à Mihiru de joindre ses forces aux leurs pour arrêter Tsubaki, qui représente une menace pour les humains et les vampires. Alors que Mihiru trouve cela trop soudain, Tsuyuki essaie de le convaincre qu'ils sont du même côté et ont le même objectif, donc il ne devrait y avoir aucun problème, aucune difficulté.
Il affirme que Kuro connaît très bien le C3 et peut dire à Mihiru tout ce qu'il veut savoir à leur sujet. Il prétend qu'ils doivent travailler ensemble pour détruire tous les subordonnés de Tsubaki. Mihiru répond que c'est un point de rupture, car l'un des subordonnés de Tsubaki est son ami, et il a promis de le sauver, quoi qu'il arrive. Tsuyuki a fait ses recherches et connaît Sakuya. Il dit à Mihiru que traiter avec Tsubaki est une affaire sérieuse, et que ses sentiments enfantins ne seront pas pris en compte. Mihiru refuse de travailler avec des adultes ennuyeux comme lui, et Tsuyuki dit qu'il respecte sa décision, du moins en apparence. Cependant, il est un véritable serpent quand il s'agit d'affaires, et révèle qu'il y a 52 portes dans cette pièce, et une seule mène à la sortie. Il dit à Mihiru de se dépêcher de la trouver, ou il ne reverra plus jamais son serviteur, car en ce moment même, Kuro est aux prises avec l'équipe de chasseurs de vampires la plus talentueuse du C3, une situation critique. Mihiru court pour trouver une sortie, mais la première porte qu'il prend le ramène à son point de départ. Tsuyuki lui dit qu'il lui faudra une journée entière pour vérifier toutes les portes, et d'ici là, les chasseurs de vampires auraient déjà éloigné Kuro très loin de lui. C'est une certitude. Il révèle que si le servant et son maître sont éloignés au-delà d'une certaine limite, le maître mourra. Ainsi Mihiru n'a que deux options, soit trouver la bonne porte rapidement, soit travailler avec le C3, une décision difficile à prendre. Il refuse de travailler avec des gens aussi tordus et continue de chercher la bonne porte, mais ne la trouve pas. Il réalise que regarder toutes les portes ne fonctionnera pas, alors il invoque son balai et exécute un mouvement de breakdance impressionnant qui crée une tornade brisant le toit du bâtiment, et Tsuyuki dit à Mihiru qu'il a découvert la bonne sortie de manière inattendue. Il le prévient toujours de ne pas faire confiance à Kuro, car il est un vampire assoiffé de sang, après tout. Mihiru dit qu'il a aussi vu le bon côté des vampires, et qu'ils sont ses amis. Tsuyuki est laissé sans voix par ses paroles naïves, et il laisse Mihiru partir sans résistance, étonné. À peu près au même moment, Kuro est attaqué par les 3 personnes de tout à l'heure. Il esquive de justesse des pointes sombres jaillissant du sol, mais l'homme en camisole de force le charge ensuite. Kuro esquive certains de ses coups de pied, mais reçoit ensuite un coup au visage et est projeté au loin, violemment. Ils le coincent et lui disent que s'il était venu à eux quand ils avaient envoyé la lettre, les choses n'auraient pas eu à devenir aussi difficiles. Kuro continue de courir en esquivant les coups de feu et atteint le bord de la rivière. L'homme en camisole de force le distrait en disant que son maître est sous leur contrôle, et au moment où Kuro perd sa concentration, il est soudainement emprisonné derrière des barreaux noirs, sans échappatoire. Alors que les chasseurs sont sur le point d'en finir avec Kuro, Mihiru arrive sur les lieux, chevauchant son balai et l'emporte. Quelques jours plus tard, Mihiru, Misono et Tetsu convoquent une réunion dans l'auberge thermale de Tetsu pour discuter de la situation. Tandis que Kuro et Snow profitent du bain chaud, Misono a un lit élégant préparé pour lui et Tetsu est occupé à travailler. Mihiru est frustré car personne ne prend leur réunion stratégique au sérieux. Lui et Misono se retrouvent plus tard près du distributeur automatique et énumèrent les diverses choses qu'ils ignorent sur les servants de Tsubaki. Un vrai casse-tête. Mihiru pense que le maître du servante de l'orgueil pourrait peut-être leur dire quelque chose, car il semblait très bien informé. Misono rejette son idée, affirmant qu'ils ne devraient pas faire confiance à cet homme et qu'ils s'en sortiront très bien seuls, sans aide extérieure. Plus tard, Hugh arrive en volant avec de nouvelles informations sur une personne dangereuse qui rôde en ville. Mihiru et Kuro partent à sa recherche, et ils apprennent du subordonné de Hugh que leur cible est un homme en vêtements noirs avec une paire d'ailes dans le dos, un individu étrange. Ils le repèrent immédiatement, et malgré l'avertissement de Kuro selon lequel l'homme semble dangereux, Mihiru décide de le suivre discrètement. Il aperçoit l'homme portant un hérisson dans une cage, et l'activiste de la PTA en Mihiru se réveille, et il décide de sauver le pauvre animal sans hésitation. Il court après l'homme ailé, et juste au moment où il tourne au coin de la rue, il trouve l'homme qui l'attend. Il lui demande s'il est un ange ou un démon, et Mihiru ne comprend pas ce qu'il veut dire. L'homme utilise alors son pouvoir et invoque soudainement un piano magique de nulle part. Il commence à jouer une mélodie qui rend le corps de Kuro lourd et le fait tomber à genoux. L'homme déclare qu'il est un démon et charge instantanément vers lui. Il envoie Kuro voler d'un coup de pied, puis le suit pour le frapper de plus en plus haut, sans pitié. Mihiru invoque son balai et s'envole vers le toit, où l'homme étrange est sur le point de piétiner Kuro. Il arrête son attaque et permet à Kuro de boire son sang pour retrouver des forces. Mihiru demande à l'homme pourquoi il blesse son partenaire, puis lui demande de libérer le pauvre hérisson de sa cage, avec insistance. L'homme s'exécute, et dès qu'il ouvre la cage, le hérisson se transforme en un autre serviteur, qui se présente comme Lao, le servant de l'avarice. Il est hyperactif et dit que l'homme avec lui est son maître, nommé Licht, qui a la folie de croire qu'il est un ange, une idée fixe. Licht est irrité par son bavardage constant et le chasse de sa vue d'un coup de pied, affirmant qu'il le déteste parce qu'il est aussi un démon. Law ne peut s'empêcher de s'extasier devant son maître toxique et abusif qui ne cesse de le frapper, sans relâche. Mihiru est irrité par leur comportement étrange, mais il est content d'avoir trouvé un autre allié pour lutter contre Tsubaki. Law lui dit qu'ils se trompent et qu'ils ne sont pas ses alliés. De plus, ils n'ont même pas besoin d'alliés car Kuro, qui est l'aîné des vampires, peut tout finir en un instant s'il le décide, avec sa puissance. Il dit qu'il ne lui a pas pardonné ce qu'il a fait lorsque les 7 vampires se sont réunis la dernière fois. Kuro et Lao se lancent des regards de mort, et Mihiru réalise qu'il y a une sombre histoire entre eux, un passé lourd de secrets. Il les sépare avant de se présenter à Law, puis de lui demander de les aider.
Lo refuse, observe attentivement Mihiru et remarque que le maître de son frère aîné est plutôt ordinaire avant de s'enfuir, disparaissant rapidement. Mihiru retourne à la source chaude, choqué de voir Licht à la télévision, présenté comme un pianiste de génie venu d'Europe. Il dit à tout le monde qu'il est le maître du servant, de l'avarice, et Q a déjà épinglé le garçon, le reconnaissant. Il révèle que Lo tue son maître quand il s'ennuie d'eux, et qu'il vaut mieux ne pas s'impliquer avec lui. Malgré son avertissement, Mihiru se dirige vers le concert de Licht. Il surveille la sortie, cherchant une occasion d'entrer dans la salle lorsque les gardes sont distraits, avec prudence. Cependant, un amateur de musique au grand cœur le repère et décide de l'emmener à la salle pour lui montrer un autre programme en guise de cadeau. En chemin, Mihiru aperçoit l'homme au cache-œil qui lui a remis la valise explosive et réalise que Tsubaki cible Licht. Alors il court vers la salle où se déroule le programme de Licht, pressé. Dans la salle, Lao apprécie la performance musicale de son maître quand soudain tout le public l'attaque. Ce sont tous des subordonnés de Tsubaki. Et Lao s'y attendait. Il affronte tout le monde seul, et au moment où un héros entre dans la salle, il n'y a plus que des corps sans vie, une scène macabre. Il est choqué par la force du vampire et pense qu'il est allé trop loin. Licht arrête soudainement sa performance parce que les gens parlent, et Lao lui demande pourquoi il ne le remercie pas d'avoir éliminé tous les ennemis. Licht le frappe simplement d'un coup de pied, mais Lao apparaît juste derrière lui et le projette contre le mur avec force. Mihiru s'inquiète pour lui, mais Lao l'assure que les maîtres des serviteurs sont plus résistants que les humains ordinaires. Il demande ensuite à Mihiru d'arrêter d'essayer de le recruter et de laisser Kuro tout finir. Mihiru affirme que Kuro ne peut pas le faire seul, et Lao est agacé par lui, visiblement. Il le pousse doucement et l'envoie à l'autre bout de la salle, mais Kuro agit comme un coussin pour sauver son maître. Lao se moque d'eux, puis décide de raconter à Mihiru l'histoire des 7 servants. Il y a longtemps, il y avait 7 frères et sœurs vampires qui vivaient en paix, jusqu'au jour où ils reçurent une lettre d'une organisation appelée C3, changeant tout. La lettre leur demandait de tuer une personne spécifique, et les 7 vampires ont choisi de décider de leur réponse démocratiquement. L'avarice, la gourmandise et la colère étaient non contre, tandis que l'orgueil, l'envie et la luxure étaient en faveur de tuer cette personne, une division claire. Puisque c'était une égalité, ils se sont tournés vers leur frère aîné, le servant de la paresse. Juste au moment où Lao est sur le point de révéler ce qu'il a décidé, Kuro est submergé par la rage et l'intention meurtrière. Il libère son pouvoir tandis que Lao se moque de lui demandant à quel point il veut cacher ses erreurs à son maître, avec malice. Il tire son épée en réponse et les 2 serviteurs commencent à se battre sur scène. Mihiru décide de résoudre cela par lui-même et invoque son balai. Il appelle Kuro et l'expression dérangée sur son visage le prend au dépourvu, le surprenant totalement. Soudain, Licht se remet de ses blessures et interrompt le combat entre Kuro et Lao avant de plaquer Lo au sol. Il attrape le balai de Mihiru, le plie et aggrave Kuro au mur avec un geste brutal et inattendu. Il déclare qu'ils sont tous trop destructeurs et la seule chose qu'il devrait faire maintenant est d'écouter sa performance. Licht invoque son piano et commence à jouer une chanson triste qui ramène des souvenirs intenses à l'auditeur, les forçant à pleurer, submergés par l'émotion. Tandis que Mihiru se remémore les moments passés avec sa mère et commence à pleurer, Lao grogne sur le sol car il voit quelqu'un qu'il essaie désespérément d'oublier. D'autre part, Kuro est figé, ses pupilles dilatées alors qu'un souvenir horrible qu'il a tenté de réprimer lui revient, le hantant. Lao ne peut plus le supporter, alors il décide d'attaquer Licht qui est prêt à contre-attaquer. Juste à ce moment-là, la porte s'ouvre et l'homme qui a amené Mihiru entre. Il envoie une mascotte de baleine pour désamorcer la situation et la baleine frappe les têtes de Lo et Licht pour les faire arrêter, avec humour. Lao n'est pas content de l'homme et de la mascotte baleine, qui est son subordonné. Mihiru se précipite pour libérer Kuro, mais découvre qu'il a complètement perdu la tête. Soudain, il entend un son et se retourne pour voir l'un des subordonnés survivants de Tsubaki à découvert. Une surprise. Elle s'excuse et supplie d'être libérée, mais Lao décide d'en finir avec elle. Mihiru lui tient la main, lui disant d'arrêter, car il n'y a aucune raison de tuer quelqu'un qui n'a même pas l'intention de se battre, c'est inutile. Lao abandonne car il ne veut de toute façon pas s'embêter avec un personnage insignifiant et sans nom. Il sort, puis Mihiru s'approche de l'homme de tout à l'heure, qui se présente comme Krantz, le manager de Licht. Il décide de laisser vivre le subordonné de Tsubaki, et Mihiru décide de l'emmener chez ses amis pour le moment, en attendant. Kuro le suit, toujours enveloppé de ténèbres. D'autre part, Lao essaie de calmer sa colère en regardant des vidéos TikTok stupides, quand soudain, Tsubaki apparaît juste derrière lui. Il panique en le voyant, et Tsubaki lui offre un sourire sinistre alors qu'il tire son arme, menaçant. Pendant ce temps, Mihiru retourne à l'auberge thermale, et Mizono est furieux contre lui d'avoir agi seul. Il dit qu'il pourrait y avoir des conséquences dangereuses, mais au moins, il a réussi à capturer l'un des subordonnés de Tsubaki vivant, ce qui est un point positif. Mizono veut maîtriser la subordonnée, nommée Leila, parce qu'il ne lui fait pas confiance. Quand Mihiru essaie de s'y opposer, il lui dit que la fille pourrait faire semblant d'être faible, alors qu'en réalité, elle pourrait être forte et dangereuse, une menace potentielle. Tetsu et Hug décident de l'interroger pour découvrir l'emplacement de la base de Tsubaki, mais Mihiru les arrête. Il croit que si Tsubaki apprend que Leila est ici, il viendra la sauver, sans aucun doute. Misano a du mal à y croire, mais Mihiru pense que la première fois qu'il a rencontré Tsubaki, il est venu pour sauver Belkia de ses griffes. Il se souvient aussi du respect de Sakuya pour Tsubaki, donc il sent qu'il va arriver.
Mihiru demande à Kuro son avis sur la situation, mais Kuro quitte l'auberge. Mihiru le suit, lui demandant ce qui ne va pas. Kuro se retourne, et son regard suffit à faire comprendre à Mihiru qu'il n'est pas dans son état normal. Il réalise que depuis que Law a évoqué leur passé, le vampire paresseux n'est plus lui-même. Il veut en savoir plus sur l'histoire avec C3, et s'il a accepté de tuer la personne qu'il lui avait désignée. Au moment où il commence sa question, il sent Kuro fondre et se transformer en une chose tout droit, sortie des pires cauchemars. Mihiru frissonne de peur, tandis que la forme menaçante de Kuro le fixe. Il rassemble tout son courage pour lui demander de revenir avec lui, et Kuro obéit. Il se transforme en chat et suit Mihiru silencieusement jusqu'à l'auberge. Plus tard, Mihiru s'entretient avec Lilac, qui veut savoir pourquoi il est si gentil avec elle, alors qu'elle est une ennemie. Mihiru répond qu'il ne considère pas Tsubaki comme son ennemi en général, et pense qu'il est juste quelqu'un qu'il doit arrêter. Lilac trouve Mairo assez naïf, et lui dit que si les sbires plus faibles de Tsubaki ne veulent ne pas se battre, il devrait se méfier de Higan, le bras droit de Tsubaki, et aussi le plus fort et le plus dangereux de tous. Le lendemain, Mihiru se lève tôt et cherche Kuro, qu'il trouve endormi dans un coin sombre. Il reçoit soudain un appel du manager de Licht qui lui demande s'il a vu Law. Il informe Mihiru que Law n'a pas été vu depuis hier soir, et à cause de cela, Licht s'affaiblit et s'épuise à chaque instant. Licht cherche aussi Law car seul cela peut l'aider à retrouver sa force, mais alors un roux d'âge moyen apparaît juste derrière lui. Licht réalise qu'il est dangereux et s'éloigne, mais n'est pas assez rapide et se blesse à la tête. Le roux est Hagen, le bras droit de Tsubaki, et il affirme que son patron n'est pas content de ce que Law a fait à ses chers sbires hier soir. Il déclare que pour équilibrer les choses, il devra faire vivre l'enfer à Licht. Licht tente de riposter, mais est gravement blessé par Hagen, qui continue de s'amuser pendant le combat, et demande même un match à son adversaire. Quand Licht essaie de l'attaquer alors qu'il est distrait, il l'esquive facilement avant de lui infliger une autre blessure au bras. Hagen claque des doigts, et la blessure s'enflamme d'une flamme rouge qu'il utilise pour allumer sa cigarette. Il dit ensuite à Licht qu'à cet instant, son serviteur gît sous les sandales de Tsubaki, complètement vaincu. Licht répond qu'il se fiche du dieu et du hérisson, mais qu'il ne perdra pas face à un simple roux. Hagen réplique que c'est dommage de tuer un pianiste talentueux comme lui et déchaîne ses flammes rouges une fois de plus, créant une immense tornade de feu. Elle est assez grande pour que Mahiru la repère de loin et il veut aller voir le combat immédiatement. Il dit à Kuro de se préparer à se battre, mais celui-ci lui demande d'appeler d'abord des renforts. Mahiru lui dit qu'il n'y a pas de temps pour la paresse, et malgré son hésitation, Kuro n'a d'autre choix que de suivre son maître. Ils arrivent à temps, juste au moment où Hagen est sur le point d'achever Licht. Mihiru dit au roux de s'éloigner de son ami. Mais dès qu'il apprend que le roux est le redoutable Hagen, il décide de l'affronter directement. Il invoque Kuro pour le combat, mais immédiatement, Kuro est submergé par l'obscurité en lui, et il perd sa connexion avec Mihiru. Il commence à fondre en un liquide noir, et bientôt toute cette obscurité se condense en une boule de cristal noir. Mihiru ne comprend pas ce qui se passe, et alors qu'il ramasse la boule de cristal d'une main tremblante, il se demande si c'est Kuro. Hagen est aussi curieux, et il marche vers Mihiru, qui décide d'invoquer son balai pour se défendre. À sa surprise, le balai entre aussi dans la boule de cristal noir, le laissant sans défense. Cependant, Licht se place entre Hagen et Mahiru, disant que leur combat n'est pas encore terminé. Il utilise le pouvoir de ses bottes magiques pour créer un piano circulaire autour de Hagen, et y entre pour le submerger de sa musique. Hagen est impressionné par ses capacités et décide de devenir sérieux aussi. Il attaque Licht avec les flammes rouges, et celui-ci riposte en lui envoyant ses touches de piano. Alors qu'il continue de se battre au milieu de la musique et des flammes, Mihiru ne peut que les regarder, stupéfait. Il se sent comme un clown inutile venu aider, mais qui, au lieu de cela, est devenu un fardeau pour Licht. Licht continue de lui parler entre les combats et dit à Mihiru qu'il devrait laisser tomber ses doutes et faire ce qu'il veut. Bientôt, le combat se termine, et Licht perd assez mal. Hagen le ramasse et décide de l'emmener vivant à Tsubaki, mais Mihiru court alors vers lui, lui demandant de laisser partir son ami. Hagen apparaît soudain, juste à côté de lui, et lui donne une pichonnette qui l'étourdit et le maintient sur place. Ce n'est qu'après le départ de Hagen que Misano et Tetsu arrivent sur les lieux. Ils sont choqués d'apprendre que Kuro s'est transformé en boule noire, mais leurs vampires peuvent sentir son énergie à l'intérieur. Mahiru se reproche de ne pas avoir écouté Kuro et d'être parti sans attendre de renfort, mais Misano lui dit qu'ils avaient encore une chance. Il a trouvé un téléphone portable à proximité, et à en juger par le porte-clés qui ressemble à Belkia, il appartient certainement à quelqu'un du côté de Tsubaki. Sa supposition est juste, et Tsubaki les appelle instantanément, disant que ce téléphone appartient à Hagen, et qu'il le veut en retour. Misano répond qu'il l'échangera contre Law et Licht, qui sont actuellement kidnappés par lui. Tsubaki est amusé par son audace, et dit que ce n'est pas un iPhone pour lequel il paiera autant. Mais Misano lui dit qu'ils ont aussi un de ses sbires en otage.
Il demande à Tsubaki de rendre le servant de l'avarice et son maître bientôt sans plus de mal, et il pourra récupérer le téléphone et le sbire. Tsubaki se moque de lui et dit qu'il ne fera pas de mal aux deux personnes, mais qu'il pourrait les séparer. Il coupe l'appel sur ces mots et pense qu'il doit un peu modifier ses plans. Mihiru et ses amis convoquent immédiatement une autre réunion, et ils pensent avoir jusqu'à minuit pour trouver et réunir Licht avec Law. De plus, Misano dit à Mihiru qu'il est hors jeu cette fois, car il est inutile sans son servant et son arme. Il quitte la pièce pour planifier, et Mihiru commence à tripoter la boule noire, se demandant ce qui est arrivé à Kuro. Il réalise qu'il était porté par Kuro tout ce temps, et qu'il doit devenir plus fort s'il veut être utile à qui que ce soit. Il se met à pleurer, s'excusant auprès de Kuro d'avoir tout laissé sur ses épaules, et de ne pas l'avoir aidé quand les choses sont devenues difficiles pour lui. Kuro répond soudainement de l'intérieur de la boule de cristal, disant à Mihiru qu'il en a assez de ses plaintes. Il apparaît en version miniature à l'intérieur de la boule, et déclare qu'il ne sait pas ce qui lui arrive, mais qu'il n'arrive pas à en sortir. Mihiru promet de le sortir à tout prix, mais Kuro lui dit de ne pas s'en soucier, car il apprécie la solitude où il n'a plus à gérer des gens ennuyeux. Mihiru appelle Misano et Tetsu pour leur montrer que Kuro se rétablit dans la boule, mais ils ne peuvent ni le voir ni l'entendre. Tetsu a immédiatement une idée et décide de couper la boule pour en sortir Kuro. Mihiru l'arrête, disant que ce n'est pas la bonne façon de libérer son partenaire. Il déclare qu'en tant que maître de Kuro, il est de sa responsabilité de le libérer, alors il prend la scie et essaie d'ouvrir la boule. Naturellement, la force brute ne fonctionne pas. Bientôt, un invité arrive à l'auberge, et il s'avère que c'est Kranz, le manager de Licht et la mascotte baleine. Il est déprimé en apprenant que Licht et Lao ont été kidnappés par Tsubaki, et Mihiru s'excuse d'avoir empiré les choses en voulant aider. Kranz décide de se joindre au plan de sauvetage et leur dit que la mascotte baleine est très douée au combat, tandis qu'il a aussi un moyen de les aider. Il sort un pistolet à eau et met une goutte d'eau sur la main de Hugh, ce qui l'étourdit instantanément. Kranz dit que le pistolet est rempli d'eau bénite et peut grandement ralentir les vampires, et il l'utilise souvent pour calmer Lao quand il fait une crise. Mihiru demande où il l'a eu, et il répond qu'il l'a obtenu d'un antiquaire particulier. Il s'avère que c'est le maître du servante de l'envie, et Mihiru décide qu'il peut au moins essayer de lui demander de l'aide. Penser à l'antiquaire ramène de terribles souvenirs d'abandon à Misano. Il dit à Mihiru qu'ils ne peuvent pas faire confiance à cet homme. Cependant, Snow parvient à le convaincre qu'il n'y a pas d'autre choix pour l'instant. Ils se séparent, et Mihiru prend le train pour se rendre chez l'antiquaire, quand soudain, Tsubaki apparaît juste à côté de lui sous sa forme de renard. Mihiru est surpris alors que Tsubaki exprime sa déception que son sbire ne soit pas avec lui. Le renard noir commence soudainement à suinter un nuage de fumée noire, et Mihiru saute du train en marche juste au moment où une explosion se produit. Cependant, tout cela n'était qu'une illusion, et Mahiru ne le réalise qu'après s'être retrouvé allongé sur le quai. Il comprend que Tsubaki est déjà en mouvement, il doit donc se dépêcher et atteindre l'antiquaire. Mahiru arrive bientôt à sa boutique, mais dès qu'il ouvre la porte, il est accueilli par un savant fou qui a fait fondre la tête d'une poupée Barbie pour en faire du jus. Mihiru trébuche sous le choc, et quand le savant fou le remarque, il demande qui diable il est. Il laisse Mihiru à l'intérieur de la boutique, remplie d'étranges articles génériques de marques inconnues. Mihiru interroge le savant fou sur l'antiquaire et apprend qu'il est absent pour l'instant. Mihiru se présente alors, mais le scientifique écorche chaque syllabe de son nom, bien qu'il se souvienne qu'il est le maître du servant de la paresse. Il force Mihiru à s'asseoir sur une chaise, lui verse un verre de thé froid, puis écrit son nom sur son front pour ne plus l'oublier. L'homme fou se présente ensuite comme Johan, un chercheur spécialisé dans les vampires. Soudain, l'antiquaire apparaît et frappe Johan d'un coup de poing dans le ventre pour avoir fait fondre la tête de sa poupée cerf. Il se tourne ensuite vers Mihiru et l'accueille dans sa boutique. Il se présente comme Miku et le remercie d'avoir bien pris soin de son jeune frère, Misomino. Mihiru est choqué d'apprendre que Misano était en fait le frère de Miku, mais il comprend maintenant ses réactions envers lui. Avant qu'il ne puisse demander à Miku d'expliquer, Johan l'attrape et lui demande de le présenter au servant de la paresse. Mihiru montre que Kuro s'est transformé en boule, et Johan trouve cela plus qu'excitant. Il pousse Mihiru vers le miroir qui est en fait une porte secrète l'envoyant dans le laboratoire secret du savant fou, où il est devenu son nouveau sujet d'expérience. Il collecte des données sur sa taille, son poids et ses conditions médicales, mais Mihiru lui demande de faire des recherches sur Kuro plutôt que sur lui. Miku lui demande ce qu'il compte faire une fois Kuro revenu à la normale. Il veut savoir si Mihiru peut correctement briser Tsubaki cette fois. Mihiru demande pourquoi ils utilisent le terme briser plutôt que tuer pour les vampires, et Miku explique que les vampires sont immortels, donc ils ne peuvent pas être tués. Cependant, les sbires des vampires peuvent être tués si leur serviteur boit leur sang. Quant aux serviteurs, ils sont formés quand un humain leur donne un nom et un objet.
Mihiru se souvient avoir donné une clochette à Kuro quand il l'a rencontré pour la première fois en tant que chat. Miku dit que l'objet est ce qui relie les serviteurs à leur maître, et une fois détruit, le serviteur est considéré comme brisé. Mihiru dit qu'il veut juste savoir comment ramener Kuro à la normale, mais ni Miku ni Johan n'en ont la moindre idée. Mihiru demande à Johan pourquoi il est si désireux de faire des recherches sur les vampires, et il commence son long monologue sur la façon dont la guerre a créé le progrès à chaque époque. Il a entendu des histoires sur la façon dont Kuro a gagné chaque bataille qu'il a menée, et il veut qu'il utilise toute sa puissance pour vaincre Tsubaki cette fois. Mihiru lui dit qu'il n'a pas besoin du pouvoir de Kuro, mais qu'il a d'abord besoin de lui comme ami. Johan dit qu'il n'a aucun intérêt pour ces choses sentimentales, mais il y a une chose que Mihiru peut essayer de faire pour ramener Kuro à la normale. Il lui donne un bécher rempli de thé, et juste au moment où Mihiru prend une gorgée, il s'effondre. Johan rit en révélant que le thé contenait un médicament qui permet au maître d'entrer directement dans l'esprit de son serviteur. Il dit à Mihiru de régler les choses avec Kuro là-bas et de partager les résultats de cette expérience avec lui. Bientôt, Mihiru se retrouve à dériver dans l'obscurité avant de voir la clochette de Kuro. D'autre part, Misano a utilisé sa richesse inépuisable pour engager un géolocalisateur afin d'examiner quelques photos sur le téléphone de Hagen. Le géolocalisateur déduit l'emplacement exact de Tsubaki et de son équipe, qui séjournaient dans un hôtel 5 étoiles. Misano pense que la distance entre le dernier étage et le sous-sol de l'hôtel est suffisante pour maintenir Licht et Lao à une distance dangereuse l'un de l'autre. Il pense aussi que Tsubaki et Hagen doivent les garder là et décide de lancer une attaque totale le soir. À l'arrivée du soir, Tsubaki reçoit un appel d'eux et part pour l'endroit où ils l'ont appelé. Kyu reçoit des informations en temps réel sur les mouvements de Tsubaki de la part de ses sbires, tandis que Misano et Tetsu sont déguisés et prêts à infiltrer l'hôtel. Kranz agit comme un touriste riche et charme la réceptionniste, apprenant que Tsubaki est très probablement au 41e étage. Il donne à Misano la carte clé pour accéder à une chambre au même étage. Misano contacte Tetsu et lui dit de se tenir prêt pendant qu'il monte dans l'ascenseur. Mais alors soudainement, Sakuya arrive. Misano est nerveux à l'idée d'être découvert malgré son déguisement, et il a raison. Sakuya l'a identifié et il dit à Misano qu'il a appuyé sur le bouton pour aller au 40e étage, mais souligne que c'est en bas de la liste. Misano panique en réalisant la vérité, puis Sakuya appuie sur le bouton d'arrêt d'urgence, immobilisant l'ascenseur. L'ascenseur entre en chute libre, et Misano jette son déguisement car il réalise que cela ne sert plus à rien maintenant. Il se demande si Licht et Lao ont déjà été déplacés de cet endroit, mais écarte ensuite cette option, car Sakuya ne serait pas là pour les arrêter dans ce cas. Misano dit à Tetsu de prendre les escaliers et d'atteindre le sommet, tandis qu'il affronte Sakuya ici. L'ascenseur touche le fond, et Misano découvre qu'il est au sous-sol, Ninoir 05. Il se souvient de la réunion stratégique, où ils avaient deviné que Hagen devait protéger l'un des otages, tandis que les autres sbires de Tsubaki protégeraient l'autre. Misano veut les vaincre tous, même si Snow n'est pas spécialisé dans le combat. Cependant, alors que la porte de l'ascenseur s'ouvre, il découvre que le sous-sol est complètement vide. Soudain, Sakuya invoque une tronçonneuse magique et pousse lentement Misano et Snow hors de l'ascenseur. Il dit que le plan que Misano et les autres avaient élaboré était faux dès le début, car ils ne comprenaient même pas comment fonctionne le cerveau de Tsubaki. Il révèle qu'ils étaient une cible dès le début, et que le but de Tsubaki en kidnappant Law n'était pas de lui faire du mal. Au lieu de cela, il l'a utilisé comme appât pour attirer Hugues, le serviteur de l'orgueil, afin de pouvoir l'écraser. Sakuya attaque Misano avec sa tronçonneuse, et il ne peut que l'esquiver. Il sait que gagner un combat direct est difficile, alors il décide de provoquer Sakuya. Il lui dit que Mihiru considère toujours des déchets comme lui, comme son ami, alors qu'il travaille pour un fou comme Tsubaki. Ces provocations fonctionnent, et Sakuya crie que personne ne comprend le véritable motif de Tsubaki. Il affirme que Tsubaki cherche la clé de quelque chose sans savoir ce que c'est. Le véritable objectif reste un mystère même pour la plupart de ses sbires, et Misano réalise que Tsubaki ne vise pas une simple guerre entre vampires. Pendant ce temps, Hugues et Tetsu ont atteint le dernier étage, où Hagen et d'autres sbires de Tsubaki se sont rassemblés pour les affronter. Hugues croit que les otages sont juste derrière eux, et malgré le plus grand nombre de leurs adversaires, il est confiant que lui et Tetsu peuvent gagner. Pendant ce temps, Tsubaki est arrivé dans une forêt selon l'appel, et il n'est pas content d'être accueilli par 5 gars en costume de baleine. La mascotte baleine bleue maudit Tsubaki et exige qu'il leur rende La et Licht, ou il se fera botter le cul. Tsubaki se moque de la voix grincheuse qui ne convient pas à la mignonnerie de la mascotte et montre les clés qui mènent à la chambre de leur serviteur et maître. Il demande ensuite où est son sbire, et la baleine bleue dit qu'elle est à l'intérieur d'une de ses mascottes. Il pousse Tsubaki à voler les clés, et celui-ci l'esquive sans attaquer et saute sur un arbre, car attaquer imprudemment pourrait aussi blesser accidentellement son sbire. Soudain, une autre des mascottes déracine l'arbre entier sur lequel il se tient, et essaie de frapper Tsubaki quand il saute. Les autres mascottes baleines l'attaquent aussi, mais Tsubaki est un sacré filou et évite toutes leurs attaques facilement. Il affirme que puisqu'il y a une chance que son sbire soit ici, il ne peut pas fuir cet endroit.
Il essaie de tâter la baleine bleue, mais le costume de mascotte est trop épais pour juger s'il y a deux personnes à l'intérieur. Tsubaki rit, disant que c'est amusant de jouer à cache-cache avec des baleines dans une forêt, puis utilise son pouvoir pour faire pleuvoir d'un ciel clair à nouveau, en adressant aux mascottes un sourire malicieux. D'autre part, Mahiru se retrouve dans l'esprit de Kuro, qui ressemble à un désert de sable rouge. Il voit le chat effrayant, qui lui a donné son arme, et demande où se trouve Kuro. Le chat effrayant lui dit que Kuro ne veut pas le voir, mais Mahiru ne croit pas ses paroles. Il se concentre, entend le son de la clochette, et le suit en marchant en cercle. Il tombe face la première bientôt, et découvre que le son de la clochette vient en fait de sous le sable. Mihiru décide de faire preuve de créativité, et il coupe à travers le sable pour révéler un escalier sous-marin. Il plonge dans l'eau et ressort de l'autre côté. Il prend les escaliers qui descendent, et arrive bientôt dans une pièce. Dès que la porte s'ouvre, Mihiru est transporté dans un vieux souvenir appartenant à Kuro. C'est celui de la réunion où les 7 servants étaient rassemblés pour discuter s'ils devaient accepter la mission de tuer qui leur avait été donnée par ces 3. Les vampires étaient divisés en 2 factions concernant le meurtre de la personne qui était en fait le créateur génial des 7 servants. Tandis que l'orgueil, l'envie et la luxure croyaient qu'il était trop puissant et dangereux pour être laissé en vie, la gourmandise, la colère et l'avarice croyaient qu'il était stupide de le tuer alors qu'il n'avait encore rien fait de mal. Ils se sont tournés vers Kuro pour sa décision et il a déclaré qu'il tuerait la personne lui-même. Law a perdu la tête à cela et a attrapé le col de Kuro, lui demandant s'il tuerait un humain qui est comme leurs parents. Kuro lui a dit de ne pas utiliser ce mot devant lui car il n'est pas fier de la façon dont des vampires comme lui ont été créés. Mihiru est choqué de voir cela, et il suit Kuro alors qu'il part à la chasse. Il suit ses souvenirs alors que Kuro entre dans une maison japonaise traditionnelle et rencontre son créateur. Soudain, des vignes noires et épineuses jaillissent du sol et empêchent Mahiru de voir ou d'entendre quoi que ce soit d'autre. Il s'efforce de s'en libérer, mais alors que Kuro attaque son créateur, les vignes couvrent étroitement les yeux de Mahiru au point qu'il commence à saigner. Kuro lui dit qu'il ne veut pas qu'il voie l'acte le plus honteux de son existence et la scène passe rapidement aux conséquences de l'assassinat. Tandis que l'envie, la luxure et l'orgueil sont contents que les choses soient terminées, la gourmandise et la colère croient aussi qu'il n'y a pas de meilleure façon de mettre fin aux choses et d'apporter la paix au monde. Il jure de ne pas en vouloir à Kuro, mais Law est différent. Il jure qu'il ne pardonnera jamais à Kuro, qui s'éloigne simplement de lui. Mihiru voit tout cela et crie à Kuro de s'arrêter, car il est prêt à l'affronter, lui et ses péchés, de front cette fois-ci. Soudain, l'obscurité recouvre tout, et lorsqu'elle se dissipe, Mihiru se retrouve dans un endroit étrange rempli de blocs scellés. Le chat étrange n'est pas satisfait que Mihiru s'enfonce trop profondément dans l'esprit de Kuro, mais il lui demande quand même de satisfaire sa curiosité et de percer l'un de ses secrets contenus dans ces blocs. Il lui offre des armes puissantes pour les briser, mais Mihiru déclare qu'il n'en a pas besoin. Il sait que Kuro est à l'intérieur, et il lui suffit de frapper pour l'atteindre. Il frappe à la porte, et Kuro lui crée une porte. Mihiru ouvre la porte et entre dans la pièce d'un noir absolu, où il entend les regrets de Kuro après avoir tué son créateur. Il arrive bientôt à la lumière et trouve Kuro recroquevillé, se demandant encore s'il a bien agi. Il veut que quelqu'un lui dise qu'il n'a pas eu tort, et Mihiru crie qu'il a bel et bien eu tort. L'espace autour d'eux commence à se fissurer alors qu'il dit à Kuro que s'il a encore des doutes sur le fait d'avoir mal agi, cela signifie que c'était mal au final. Mihiru dit qu'il faut du courage pour accepter ses torts et avancer, qu'ils doivent encore le faire. Il bouscule Kuro, lui disant qu'il n'a pas de temps à perdre ici. Mihiru tend sa main vers lui, lui disant qu'il n'est pas seul cette fois-ci et qu'ils affronteront son passé et son futur ensemble, dès maintenant. L'espace blanc autour d'eux se brise, laissant place à une prairie verdoyante. Kuro accepte les paroles de Mihiru et se transforme en sa forme de chat pour être de nouveau tenu par son maître. Pendant ce temps, au dernier étage de l'hôtel, Licht et Lao reprennent leurs esprits. Ils sont ligotés et blessés, et il s'avère qu'ils se trouvent dans des chambres adjacentes. Law dit à Licht que même un pianiste talentueux comme lui mourra sans avoir rien accompli. Il répond qu'il ne mourra pas, et traite Lao d'idiot sans aucun rêve. Alors que Law continue de lui crier qu'il n'a rien de spécial, le mur s'ouvre soudainement, et Licht le traverse. Law se tait, et Licht lui demande s'il a perdu la capacité de débattre après s'être retrouvé face à face avec lui. Il dit qu'en tant qu'ange, il est de son devoir de tuer un démon comme lui. Il commence à libérer le pouvoir de ses bottes magiques, et Lao se contente de rire, disant qu'il est aussi insignifiant que n'importe quel autre humain. Il se libère également de ses entraves, et invoque son épée pour tuer Licht et se débarrasser de son attitude agaçante. Licht invoque aussi son piano magique, et le combat commence faisant trembler tout le bâtiment. Lao réalise que Licht doit être en pire état que lui en ce moment, alors il décide de l'achever rapidement. Il charge vers lui, mais Licht repousse son épée avec succès, encore et encore, avant de lui piétiner le visage. Mais ensuite, il commence à saigner et recule immédiatement. Lao pense qu'il va abandonner maintenant, mais Licht ne le fait pas. Le serviteur est impressionné et décide d'abandonner. Il dit qu'ils sont tous deux des personnes différentes, mais qu'ils restent des personnages secondaires dans le cours de ce monde. Licht n'est pas d'accord avec lui et dit que le seul personnage secondaire dans ce monde entier est Lao.
qui a trop peur de rêver de quoi que ce soit. Il se moque de lui d'être le serviteur de l'avarice alors qu'il ne fait aucun effort pour quoi que ce soit. Licht se précipite vers lui, mais ses paroles ont déclenché Law, qui libère toute sa puissance et l'enveloppe d'obscurité tout en lui disant qu'il ne sait rien de lui. Licht voit soudainement les souvenirs de Lao d'il y a très longtemps. Il était le serviteur d'une princesse extravertie nommée Ophélia. Law l'adorait vraiment, chaque instant passé à ses côtés était un pur bonheur. Cependant, un jour, Ophélia lui a dit que son mariage avait été décidé avec un prince ennemi pour assurer la paix entre les deux royaumes. Lao était dévastée et lui a demandé de s'enfuir avec lui pour obtenir la liberté qu'elle désirait. Ophélia lui a dit que, plus que la liberté ou toute autre chose, elle voulait la paix et la prospérité pour son royaume. Lao n'a eu aucune réponse à cela, et il a regardé Ophélia épouser le prince. La paix apportée par le mariage fut de courte durée, et bientôt la guerre entre les deux royaumes commença. Les nobles du royaume d'Ophélia et Lao décidèrent de l'assassiner, la considérant comme une espionne. Lao entendit tout, et il alla prévenir Ophélia. Il lui dit que cette nuit était sa dernière chance de s'échapper, mais elle refusa de le faire. Elle déclara que maintenant, elle voulait la paix pour les deux royaumes, et qu'elle était prête à en payer le prix. Lao ne put que pleurer, en disant qu'il tuerait tous ceux qui voulaient lui faire du mal, mais Ophélia lui interdit de faire quoi que ce soit. Le lendemain, elle fut conduite sur la place publique pour son exécution, et même là, elle exhorta les gens des deux pays à honorer son sacrifice et à œuvrer pour une paix éternelle. Lao ne put que regarder la lame du bourreau s'abattre sur elle, et il fut laissé dévasté. Pendant de nombreux siècles après cela, il resta sous la forme d'un hérisson et garda la statue d'Ophélia que les gens avaient érigée après que la paix fut établie grâce à son sacrifice. Une nuit, alors qu'il versait des larmes pour Ophélia, la fierté des servants lui rendit visite concernant une réunion convoquée par leur frère aîné. Cette réunion fut celle où Kuro décida qu'il tuerait leur créateur. Lao n'était pas prêt à accepter la paix qui viendrait après l'avoir tué, car les blessures émotionnelles qu'il avait subies du sacrifice d'Ophélia étaient encore vives. Il fut dévasté lorsque Kuro refusa d'entendre ses supplications et tua leur créateur malgré tout. Il retourna au royaume d'Ophélia après cela, seulement pour découvrir qu'une puissante nation ennemie avait détruit les deux royaumes qu'elle avait tenté de protéger si désespérément. Sa statue sans tête s'effondra sous ses yeux, et Law ne fut plus jamais le même. Il se convainquit que toute vie est intrinsèquement sans valeur, et dansa sous la pluie en tenant le morceau brisé de la statue d'Ophélia, marquant le début de sa phase de méchant. Le film des souvenirs se termine, et Licht n'est pas impressionné par ce que son serviteur voulait lui montrer. Law est à côté de lui, déguisé en métamorphe jaune, et il applaudit et pleure en voyant le film fait de ses propres souvenirs. Licht monte ensuite sur scène pour lui offrir une performance vraiment inoubliable. Il écarte les rideaux pour révéler un piano et commence à en jouer, et Law dit qu'il n'aime pas ça parce que c'est une chanson triste. Licht lui dit que ce n'est pas la chanson qui est triste, mais lui. Law verse des larmes sous sa forme informe, et il réalise enfin que c'est le pouvoir de l'imagination, et qu'il interprète les choses telles qu'il les imagine. Il réalise enfin qu'il ne peut pas abandonner son désir de protéger Ophélia jusqu'à la toute fin, et cela le rend triste et effrayé. Law se maudit d'avoir suivi les ordres d'Ophélia et se demande pourquoi il n'a pas pu créer un moyen où lui et Ophélia auraient tous deux obtenu ce qu'ils voulaient. Il réalise enfin qu'il a encore des choses qu'il veut accomplir à tout prix. Il veut que Licht survive à cette épreuve, et il veut affronter Kuro correctement et lui demander pourquoi il a tué leur créateur. Il se souvient d'Ophélia, puis tend la main vers elle, brisant le paysage onirique et se libérant, lui et Licht, qui sont maintenant devenus une équipe. Ils traversent leur chambre, mais Hagen arrive pour les ramener. Licht dit à Law de s'écarter de son chemin, car il veut régler ses comptes avec le roux par lui-même. Law lui dit que c'est impossible, dans l'état où il se trouve actuellement. Ils commencent à faire les idiots de leur côté, et Hagen finit par perdre patience. Alors, il décide de commencer le combat lui-même et met le feu à la pièce. Licht attaque Hagen, qui esquive facilement ses coups de pied. Lao profite de cette occasion pour l'attaquer par derrière, mais Hagen esquive aussi son attaque et lui coupe le visage avant d'y mettre le feu. Après avoir éteint l'incendie, Licht et Lao attaquent de nouveau leur ennemi. Hagen décide d'en finir avec l'humain en premier, mais juste au moment où il est sur le point d'attaquer Licht, celui-ci utilise son pouvoir spécial et échange sa place avec Lao. Hagen est surpris, et profitant de cette situation, Licht lui assène un coup de pied solide et l'envoie s'écraser contre le mur. Cela ne fait pas beaucoup de dégâts aux roues, et il se relève pour combattre. Pendant que Licht et Lao utilisent leur stratégie d'échange de place pour défendre et attaquer en même temps, Hagen décide de se déchaîner contre eux. Il retire ses gants et attaque soudainement Licht, lui griffant le visage. Ça ne prend pas feu, alors Licht est un peu surpris, mais ensuite Hagen lèche le sang sur ses mains et lui dit qu'il est aussi un vampire. Soudain, une énorme explosion rouge secoue le bâtiment et Licht et Lao sont projetés à l'autre bout de la pièce. Hagen a commencé à vieillir à l'envers, et il est prêt à vaincre ses ennemis avec toute sa puissance. D'autre part, Sakuya fait gagner du temps à Misono et Snow. Il lance des couteaux sur Misono et le manque de peu, alors qu'il comprend que la montre que Snow portait autour de son cou est l'objet que son maître lui a donné.
Pour détruire la montre et briser les serviteurs, Sakuya se mord le doigt et laisse son sang prendre la forme d'une épée. Il attaque Snow avec celle-ci qui bloque son attaque avec sa faux. Cependant, Sakuya révèle qu'il utilise actuellement l'épée de Tsubaki qui a la capacité d'annuler le pouvoir des serviteurs. Il tranche la faux de Snow et pointe ensuite l'épée vers Misono, mais avant qu'il ne puisse lui faire du mal, un coup de feu dévie la direction de l'épée. Miku est là pour sauver son frère et lui dit de prendre le deuxième ascenseur et de retourner à la surface pour aider ses amis. Misono le maudit mais suit son conseil et Snow le rejoint discrètement. Au 40e étage, Tetsu se bat contre les sbires de Tsubaki, utilisant le cercueil comme bouclier. Il active sa capacité spéciale et invoque une horde de chauves-souris que Hugh envoie vers les sbires. Il est satisfait de son travail, mais l'homme au bandeau le frappe de nulle part, le distrayant et permettant à Belkia de le piéger dans son cabinet mystérieux. Belkia rit en utilisant sa capacité spéciale et fait disparaître Hugh, ne laissant derrière lui que sa pique fumante. Misono arrive sur les lieux à ce moment-là et demande où il a envoyé Hugh. Il rit et lui dit de s'inquiéter pour lui-même maintenant. Misono apprend alors que Hagen est monté à l'étage pour combattre le duo avide. Il essaie de démêler tout l'incident dans son esprit, mais il n'a aucune idée de la façon dont il pourrait inverser la situation. Belkia attaque Tetsu, qui bloque son attaque avec la pipe de Hugh, mais ensuite l'utilisateur de ficelle lui lie la main et la jambe pour le faire tomber à genoux. Misono est encore plus frustré maintenant, et il est sur le point d'ordonner une retraite quand soudain, une ombre recouvre la pièce. Tout le monde regarde par la fenêtre avec stupéfaction alors que Mihiru arrive, chevauchant un lion noir géant. Il entre dans la pièce et le lion noir géant se transforme en Kuro, qui cachait en fait sa vraie forme depuis le début car il était trop paresseux. Les amis de Mihiru se mettent à l'abri derrière lui et lui racontent la situation. Il leur dit qu'ils n'ont plus rien à craindre et invoque son balai. Il utilise son pouvoir pour transformer le balai en lance et charge en avant. L'utilisatrice de ficelle l'attaque d'abord avec ses marionnettes, mais Mihiru se déplace plus vite qu'elle ne peut réagir et la frappe derrière la tête pour l'assommer instantanément. Belkia et l'homme au bandeau lancent ensuite une attaque combinée, et Kuro décide de les arrêter. Il invoque ses ailes faites d'énergie noire et en crée des pointes acérées. Mihiru saute juste derrière lui et frappe les pointes avec le balai, empalant leurs ennemis. Dans la pièce au-dessus d'eux, Hagen a déjà vaincu Law et Licht, et il décide de descendre pour affronter Mihiru. Lao est toujours incrédule, car il a vu la vraie forme de Kuro plus tôt, et se demande si Mihiru l'a aidé à retrouver sa confiance. Il ne veut pas être laissé pour compte, alors il attaque Hagen, qui le frappe simplement à l'estomac et le piétine. Il dit à Lao de lécher ses chaussures, et alors il pourrait envisager de laisser Licht vivre. Licht ordonne immédiatement à Lao de ne pas reculer, et dit à Hagen de lécher ses chaussures à la place. Il se rétracte instantanément en réalisant que c'est trop dégoûtant, mais Hagen est amusé par lui. Il parle de la façon dont il est devenu fatigué de tuer sans réfléchir. Mais puisque Tsubaki le veut, il le fera. Licht dessine 3 rectangles connectés dans sa main, tout en lui disant d'arrêter d'utiliser les autres comme excuse pour ses méfaits. Il presse le rectangle, et soudain, Hagen sent tout son corps vibrer au rythme du piano. Il réalise que Licht a utilisé son sang pour convertir son corps en son instrument, et déchaîne une flamme rouge qui recouvre toute la pièce. Licht invoque rapidement son piano magique, et dit à Law de l'aider. Le serviteur réalise qu'il doit faire quelque chose de grandiose pour égaler son maître ambitieux et cool, alors il couvre les flammes de Hagen et le met en transe. Il emmène Hagen au théâtre à l'intérieur de son esprit, où il le défie en duel. Hagen se précipite vers lui et esquive la première attaque de son épée, mais celle-ci se transforme soudainement en 1000 pointes qui le poignardent de partout. Law lui rappelle qu'il est un hérisson après tout, et alors que Hagen tombe au sol, il retourne dans le monde réel. Law et Licht tombent tous deux au sol, complètement épuisés. Bientôt, Mihiru et les autres atteignent la pièce pour les sauver, mais Licht se lève et lui dit avec confiance qu'un ange comme lui n'a pas besoin d'être sauvé. Il s'effondre immédiatement après cela, et Mihiru le soutient en le faisant descendre. Il pense que leur groupe a réussi sa mission de sauvetage de Licht et Law, comme s'il manquait maintenant. Mihiru demande ensuite où est Lilas, et Tetsu ouvre le cercueil pour révéler qu'elle était cachée à l'intérieur, et il trompe Tsubaki en lui faisant croire qu'elle était parmi les mascottes baleines. Sur ce, Mihiru dit à Kuro de régler les choses avec son frère, et il s'approche de Law pour le remercier. Kuro dit que Law était le seul à ne jamais lui avoir pardonné, et c'est pourquoi il a pu faire face à ses regrets. Law se sent embarrassé et soulagé en entendant cela, et il remercie Mihiru d'avoir rendu cela possible. Tout le monde commence à bien s'entendre, oubliant leur passé, quand soudain, Lilas arrache l'étiquette nominative, qui est l'objet que Licht a donné à Law. Elle dit à Law qu'il ne mérite pas d'être si heureux, alors qu'il a tué tous ses amis, et qu'elle peut les venger en le brisant. Mihiru se souvient de ce que Miku lui a dit à propos des servants, qui sont brisés si l'objet que leur maître leur a donné est détruit. Il demande à Lilas de ne pas agir de manière hâtive, mais elle lui dit que malgré sa gentillesse, elle reste fidèle à ses amis morts et détruira le collier pour les venger. Soudain, Tsubaki apparaît derrière elle. Il dit qu'il est content de voir Lilas en sécurité et lui demande de lui remettre le collier.
Il est assez étonné d'apprendre que Law et son maître ont vaincu Hagen, et que même Kuro est de retour sous sa forme originale, c'est exactement ce qu'il voulait. Tsubaki lance le Namtak dans sa main alors qu'il marche vers la fenêtre. Licht veut le combattre, mais Lao l'arrête car il n'a pas pu vaincre Tsubaki plus tôt, et en ce moment, ils ont déjà dépassé leurs limites. Il demande à Kuro de le vaincre pour eux, et il affirme, Tetsu lui demande soudainement ce qui est arrivé à Hugh, et Tsubaki lui montre un cabinet mystérieux identique à celui que Belkia a utilisé pour le faire disparaître. Il révèle que Belkia lui a envoyé Hugh, et qu'il l'a achevé dans la forêt. Mihiru lui demande ce qu'il veut accomplir en faisant tout cela, et Tsubaki répond qu'il veut impressionner son professeur en nettoyant son désordre. Il marche vers Mihiru avec des fleurs rouges tombant de sa manche avant qu'elles ne prennent la forme d'un bras. Tsubaki dit qu'il est le seul moyen au monde de tuer un servant. Il disperse les pétales de fleurs rouges et invoque son épée juste au moment où il lance l'étiquette nominative de Law en l'air. Il la tranche, ainsi que Law, dans le même mouvement, et Law explose, libérant une brume à haute pression. Tsubaki invoque une autre épée, mais Kuro la lui arrache de la main d'un coup de pied et la saisit. Ils s'affrontent, et Tsubaki demande à Kuro de s'écarter et de le laisser en finir avec Law. Kuro dit qu'il le reconnaît enfin comme un vampire et son jeune frère car personne d'autre que leur créateur n'aurait pu donner naissance à un monstre comme lui. Tsubaki dit que leur créateur était aussi son professeur, que Kuro a tué, et maintenant il veut se venger de lui. Il désarme Kuro et pointe son épée sur lui, lui demandant de révéler quels étaient les derniers mots de son professeur, et il répond qu'il n'a rien dit. Tsubaki lui crie dessus, lui demandant si son professeur n'a rien dit ou s'il n'a rien entendu. Pendant ce temps, la brume tourbillonne violemment dans la pièce et Licht découvre que Lao est redevenu un hérisson. Mihiru dit à Misono et Tetsu de se dépêcher de descendre, tandis qu'il avance pour rejoindre le combat aux côtés de son serviteur. Kuro admet qu'il a eu tort de tuer son créateur, mais il ne peut plus s'arrêter maintenant et doit aussi arrêter la folie de Tsubaki. Il saisit son épée, lui disant qu'il devrait parler avec des mots plutôt qu'avec de la violence. Cependant, l'épée lui coupe la main, et Tsubaki lui dit que ces mots n'ont aucun sens ici. Kuro voit soudainement des visions déformées de son créateur et de Tsubaki fusionnées en un seul, lui disant de devenir comme eux. Tsubaki rit ensuite, disant qu'il détruira ce monde imparfait et absorbe toute la brume libérée du corps de Law. Il utilise le pouvoir qu'il a gagné de la brume et fait pleuvoir des lames magiques rouges sur toute la ville en riant comme un fou. Kuro s'approche de lui, déterminé à tout résoudre par la discussion. Tsubaki pointe ses épées vers lui, mais il les dévie et touche son épaule. Tsubaki le poignarde avec ses épées magiques, mais Kuro ne lâche pas. Il veut parler des mauvaises choses qu'il a faites et des mauvaises choses que Tsubaki fait maintenant. Tsubaki est déconcerté par sa détermination et lui demande pourquoi leur créateur n'a pas parlé de son existence aux 7 frères et sœurs, même à ses derniers instants. Il attaque Kuro, lui coupe le bras et est sur le point de l'achever quand Mihiru arrive et bloque son épée. Tsubaki éjecte l'une des lames transperçant Kuro et elle tranche le visage de Mihiru. Kuro est furieux de cela, et alors que Tsubaki tente d'attaquer de nouveau son maître, il se transforme en lion noir géant, détruisant le bâtiment au passage. Tsubaki continue d'attaquer Kuro avec ses lames rouges, et il les dévie simplement. Kuro le piétine ensuite, et alors que Tsubaki rit en lui demandant s'il a tué leur créateur de cette façon aussi, il commence à céder à sa rage. Mihiru lui dit de ne tuer Tsubaki à aucun prix, et il voit une chance dans cette situation. Il contrôle son épée et l'envoie vers Mihiru, mais de nulle part, Sakuya apparaît devant lui et est poignardé par l'épée pour protéger son ami. Il dit à Mihiru qu'il n'a pas pu choisir son camp jusqu'à la fin, et Tsubaki se contente de rire de lui. Kuro veut le tuer à coup sûr cette fois-ci, mais Mihiru l'arrête une fois de plus. Il se tient entre Kuro et Tsubaki, et puis soudain, le corps de Tsubaki commence à résonner avec lui. Une brèche s'ouvre dans son cœur, et en réponse à cela, le balai de Mihiru se transforme en clé. Il plonge la clé dans le cœur de Tsubaki parce que c'est la chose simple et logique à faire, et il ouvre la porte à des souvenirs interdits. Mihiru saisit l'histoire de la vie de Tsubaki, de la mort de ses parents, à sa renaissance en tant que vampire, et son doute quant à être accepté par ses frères et sœurs aînés. Il respectait et adorait son créateur et fut dévasté lorsque Kuro le tua. Il perdit la tête ce jour-là, sauva tous ceux qu'il put du bord de la mort et les transforma en ses sbires. Mihiru comprend maintenant la raison de ses actions, mais Tsubaki le repère dans ses souvenirs et l'attaque. Ils sortent des souvenirs à ce moment-là, et Kuro empêche l'attaque de Tsubaki d'atteindre Mihiru. Mihiru nourrit Kuro de son sang, lui donnant un regain de puissance, et il charge vers Tsubaki tout en déviant ses lames rouges. Et puis, au lieu d'attaquer Tsubaki, Maharu le serre simplement dans ses bras. Tsubaki ne peut pas le comprendre, et perd sa raison de se battre, suivi par la disparition de ses lames rouges. Quelques instants plus tard, Mihiru rejoint ses amis au centre d'évacuation, tandis que Tsubaki soigne Sakuya, blessé, en utilisant son pouvoir sur le toit d'un bâtiment voisin. Il dit à Sakuya d'écouter sa dernière requête, qui est de dire à tous les subordonnés de l'oublier et de vivre leur vie librement.
Il lui offre un sourire, disant qu'il a des affaires personnelles à régler. Peu de temps après, tout le monde reprend le cours de sa vie normale. Tetsu reprend son travail à son auberge. Licht se remet de ses blessures, Misona avait des réunions avec son père, les subordonnés de Tsubaki sont en prison de C3, et Mihiru est de retour à l'école, menant une vie simple avec son ami vampire.